prendre la suite, hein, je vais continuer en français. Donc après cette introduction très générale, là, on va vraiment rentrer vraiment dans des approches un peu moins pluridisciplinaires et un peu plus orientées climat, même si les questions qu'on va aborder dans les deux trucs qui vont suivre sont quand même très multidisciplinaires. Quand on étudie les climats du passé, en général, on fait appel à un champ d'expertise assez varié et qu'on peut qualifié de pluridisciplinaire. Et moi, particulièrement, je m'intéresse aux causes des changements climatiques des siècles passés. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'aux 2000, voire 4000 dernières années, avec une approche qui combine à la fois les données, donc les observations, et la compréhension physique qu'on peut tirer de ces observations pour construire des modèles mécanistiques pour comprendre les changements climatiques qu'on aura observés. Alors, je commence par cette frise temporelle pour placer le cadre. J'aime bien montrer ces slides en général, souvent en cours d'ailleurs, qui retrace l'évolution moyenne globale des températures de la Terre depuis 500 millions d'années, avec un axe des temps qui n'est pas continu. Ici, on est plutôt en millions d'années, puis là, à mesure qu'on s'approche de zéro, c'est-à-dire l'actuel, on a une résolution temporelle de plutôt séculaire, enfin millénaire, avec ici à droite les projections futures à l'aide de modèles climatiques issus du GIEC. Et tout de suite, quand on regarde ce type de courbe, on voit que la Terre a connu de grands bouleversements climatiques, des changements climatiques profonds avec la période pré-quaternaire ici, avant 10 millions d'années, qui était particulièrement chaude, avec des températures qui pouvaient être jusqu'à plus de 10 degrés plus chaudes que l'actuel, sachant qu'ici ce sont des anomalies par rapport à une période de référence qu'on prendra l'actuel. Donc ça, c'est plutôt le climat pré-quaternaire, et puis ensuite on rentre dans ce qu'on appelle le climat quaternaire, qui montre l'avènement, en fait, qui marque l'avènement des cycles glaciaires interglaciaires. Donc tous les 100 000 ans, on va passer d'un climat glaciaire à interglaciaire. Et donc ça, on l'étudie également. Et puis avant donc, de rentrer dans notre interglaciaire, dans lequel nous on vit aujourd'hui, qu'on appelle l'Holocène. Et on peut voir finalement que la période actuelle, qu'on appelle instrumentale, celle qui est la mieux observée, donc la période satellitaire, c'est depuis les années 70 finalement qu'on observe la planète en tout point. Et c'est à partir de ces données-là qu'on a construit notre compréhension du climat, en fait, à partir d'une période climatique très brève, à l'échelle de l'histoire de la planète, qui est de plus soumise à l'influence de l'homme via les émissions de gaz à effet de serre, donc soumise au réchauffement global. Donc finalement, le climat qu'on observe aujourd'hui et qu'on étudie, qu'on comprend, c'est un climat anthropisé. Donc finalement, on n'a pas accès, la donnée directe, satellitaire moderne, ne nous donne pas accès aux informations concernant la variabilité dite naturelle du climat, donc avant l'influence des activités de l'homme, et puis aussi avant l'influence du thermomètre et des mesures instrumentales. Donc juste un petit mot, Gilles va parler des climats pré-quaternaires, donc je ne vais pas insister dessus, mais juste pour montrer que les projections du GIEC à la fin du siècle nous montrent un taux de réchauffement et un taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère très rapide et qu'on n'a pas observé depuis l'Holocène. Julie en parlera beaucoup mieux que moi, donc il y a environ 15 millions d'années. Donc on dégaze très vite et on réchauffe très vite par rapport au cycle naturel du climat. Alors comment on fait pour étudier la variabilité naturelle du climat, notamment pour les siècles passés, parce que ça apparaît relativement calme l'Holocène par rapport aux variations climatiques de grande ampleur. Les températures elles sont assez stables, mais en réalité si on zoome et si on s'intéresse plus en détail, on s'aperçoit qu'en fait le climat a changé de manière profonde aussi à l'échelle centennale. Les premiers à nous le dire, ce sont les historiens. Je pense que vous connaissez tous ces travaux pionniers de Laura Ladurie, qui s'est intéressé, qui a créé finalement une nouvelle discipline qui s'appelle les historiens du climat, qui vont utiliser les archives historiques pour aller chercher des informations sur le niveau de température, le climat moyen, mais également des informations sur les extrêmes climatiques comme les tempêtes. Et donc les travaux des historiens du climat peuvent nous donner des mesures thermométriques pour pouvoir remonter parfois jusqu'au XIIIe siècle. Et ces travaux-là témoignent de profonds bouleversements climatiques
qui sont très récents finalement à l'échelle de quelques siècles. Donc la mémoire d'homme fait qu'on a oublié, mais finalement les sources historiques, elles nous rappellent que le climat n'est pas stable et qu'il a changé à l'échelle donc de séculaire. Donc ici, je reprends donc la couverture du livre de Marguerite, mais je montre également quelques œuvres picturales qui sont également exploitées aujourd'hui, parce que ça devient une discipline à part entière, qui peuvent être utilisées pour reconstruire par exemple la fréquence d'événements extrêmes. Ici c'est un ex-voto qui a été commandé par les survivants de ce navire, la Suzanne Marguerite, après avoir traversé une tempête particulièrement extrême donc, au XVIIIe siècle. Puis j'aime bien montrer également ce tableau de Peter Bruegel l'Ancien, chasseur des neiges, qui montre un style pictural, enfin, artistique au XVIe siècle, qui dépeignait beaucoup de scènes hivernales, et pas mal d'historiens du climat pensent que cette vague, ce style de peinture était inspiré par les hivers particulièrement rudes du XVIe siècle. Donc ces données historiques, elles nous disent que le climat a changé, mais comment faire pour l'étudier et puis avoir des mesures quantitatives des précipitations ou des températures à une résolution temporelle qui nous permette d'accéder à des séries temporelles qui soient intelligibles d'un point de vue climatique, à minima saisonnières, voire annuelles, même décennales si c'est possible. Et là, on fait appel à ce qu'on appelle les archives naturelles du climat, qui sont complémentaires des archives dites humaines, des archives historiques. Donc là, je montre quelques exemples, mais ça peut être des archives carbonatées continentales comme des spéléothèmes, que je montre ici, qui montrent des compressions radiales et qui correspondent à une formation de carbonate qui peut avoir lieu tous les 3 à 5 ans et qui résulte de la percolation d'eau dans les roches. Et au moment de leur formation, ces carbonates peuvent renfermer des informations sur la température au niveau hydrique au moment de la précipitation des carbonates. Sur les continents, on a également les cernes d'arbres, dont l'épaisseur peuvent nous indiquer le niveau de température ou de précipitation au moment de la formation de ces cernes. Donc là, on peut avoir carrément des résolutions annuelles avec ce type d'archives. Puis on a les données dans le domaine marin, par exemple coralliennes, qui sont aussi des archives carbonatées qu'on peut analyser. Donc on peut utiliser de différents types de proxys. Pour les cernes d'arbres, c'est l'épaisseur, mais on peut aussi utiliser des analyses chimiques, comme les isotopes de l'oxygène, ou même biologiques, les assemblages pouliniques. Puis, évidemment, on a également les carottes de glace. Mais je pense que je ne vous apprends pas tout ça. Je préférais quand même faire un petit rappel pour montrer que la source d'information, elle est très variée. Que chaque archive naturelle a ses contraintes pour l'analyse, et surtout ce sont des données indirectes, donc ça veut dire très incertaines, donc il faut tenir compte quand on les exploite. Alors une fois qu'on a compilé toutes ces données, il faut savoir que depuis 10 ans, il y a eu un boom dans la production de séries temporelles issues d'archives donc diverses et variées. Je vais vous donner quelques exemples. Et ici, je montre un résultat donc d'une compilation issue d'un effort communautaire qu'on appelle Pages Toolkit, qui a consisté à collecter et à mettre sur des bases de données avec des critères très contraints en termes d'âge, de datation, pour pouvoir construire un modèle d'âge avec le moins d'incertitude, parce qu'on peut avoir une série temporelle de cernes d'arbres ou une série temporelle de delta O18, par exemple des carbonates, mais tout ça, c'est très relatif. Il faut contraindre ces séries temporelles avec des datations absolues, donc avec des critères très contraints. Donc ici, on voit que ces distributions d'archives disponibles à l'échelle du globe, elles sont très disparates, avec ici un code de couleur par type d'archives. Ce sont les coraux, ici c'est les coraux, ici c'est les cernes d'arbres, les carottes de glace. Donc il y a une très grande contrainte quand on utilise ce type de données, beaucoup d'incertitudes. Et les courbes de droite montrent une première tentative pour analyser ces données et les combiner les unes avec les autres en tenant compte des incertitudes de datation et avec différentes méthodes statistiques pour les interpréter. C'est ce qu'on voit ici. Donc, à partir de ces données-là, il y a eu une publication qui a produit une courbe de température donc, sur les 2000 dernières années. Ce sont donc les anomalies globales de température par rapport à une période de référence au XXe siècle. Et on peut voir que le climat a effectivement varié de manière assez importante, avec un optimum plutôt chaud au début, donc au premier millénaire, avant
l'apparition de ce qu'on appelle le petit âge de glace, ici, qui était une période relativement froide, et finalement la période instrumentale, mise en perspective, correspond à une période très courte. Et on voit bien que cette période instrumentale est clairement soumise au forçage anthropique avec un réchauffement très rapide à partir de 1850. Donc si on débiaise et qu'on enlève un peu, si on détraîne plutôt et si on enlève la tendance très basse fréquence, on se retrouve avec ce résidu-là et on voit apparaître des modes de variabilité décennaux avec des changements climatiques à l'échelle décennale de très grande amplitude qu'on n'a finalement jamais observé et qu'on ne comprend pas, en fait, qu'on ne connaît pas et qu'on commence tout juste à découvrir grâce à la mise à disposition de ces données dans les bases de données. Le graphe du haut, il inclut des prédictions ou c'est juste des... Non, c'est que les reconstructions issues d'archives naturelles et une courbe rouge que vous ne voyez peut-être pas qui correspond aux mesures instrumentales. Et dans quelle partie du monde? C'est la compilation de toutes ces données-là et analysée statistiquement. Donc c'est représenté comme une moyenne annuelle, la moyenne globale, pardon. Par contre, on voit quand même qu'il y a un biais hémisphérique. On a plus de données dans l'hémisphère nord, il y a moins de données dans l'hémisphère sud. Donc, de mon point de vue, ces données-là, elles sont plus représentatives de l'hémisphère nord. D'ailleurs, je vais en reparler. Donc ici, on s'arrête en 2001. Donc il n'y a pas de projection. Alors maintenant, du coup, ça nous amène à la question fondamentale, pourquoi le climat a varié sur cette période, et identifier en fait les mécanismes qui sous-tendent cette variabilité naturelle. C'est un sujet d'actualité, parce que c'est assez nouveau, parce que maintenant, on dispose de données pour pouvoir aborder ces questions-là. Et avant, je voulais quand même faire un petit rappel pour les non-experts. Donc, qu'est-ce que c'est que le climat, pour s'assurer que tout le monde comprend bien la même chose. C'est très différent de la météo. En fait, le climat, c'est la moyenne des situations météorologiques sur une période suffisamment longue, en général 30 ans, ça peut être 20 ans, mais en moyenne c'est 30 ans, qui permet de caractériser le caractère climatique d'une région donnée. Donc on peut très bien prendre un jour à Paris et un jour à Dakar et avoir la même température, le même niveau d'ensoleillement et le même climat, enfin le même environnement climatique à ce moment-là. Et si en moyenne sur 30 ans, Dakar c'est un climat sahélien et puis nous on est dans un climat semi-continental, donc on n'a pas du tout les mêmes métriques. Et la variabilité climatique, elle, c'est l'écart à cette moyenne. C'est la déviation d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, d'un millénaire à l'autre, par rapport à une référence climatologique moyenne. Et pour pouvoir l'étudier, cette variabilité climatique, tout de suite on a besoin de données, et de données suffisamment longues pour pouvoir caractériser le contenu spectral et éventuellement identifier des mécanismes physiques qui sous-tendent cette variabilité. Alors les données instrumentales les plus longues, donc issues de mesures en bateau, thermomètres, etc., elles se situent surtout dans l'hémisphère nord, notamment avec les observatoires à Paris et à Londres. Et dans l'Atlantique Nord, par exemple, les données les plus longues, elles ont 100 ans. Dans le Pacifique, ça dépend des régions, mais c'est très parcellaire. Donc finalement, les données instrumentales dont on dispose, elles sont assez courtes et elles ne permettent pas de couvrir la variabilité climatique au-delà d'un siècle. Pourtant, nos projections climatiques qu'on fait pour le siècle prochain s'appuient sur des modèles qui ont été construits à partir de données observées sur 50 ans. Donc ce qui nous permet, qui nous pose des questions sur leur capacité à produire des changements climatiques différents, un climat différent de l'actuel, parce que peut-être qu'il manque de l'info, peut-être qu'on n'a pas tout compris, et qu'on n'a pas tout mis sous forme d'équations dans ces modèles. La série, c'est observation ou c'est les archives? Alors, pour moi, c'est une observation, les archives. C'est une mesure, un indicateur climatique, qu'il soit direct, un thermomètre ou un pluviomètre, ou qui nous donne une indication des changements de température, de précipitation. Et donc série longue, c'est aussi bien instrumental que proxy. Alors ici, j'ai indiqué les observations instrumentales et les indicateurs climatiques. Par contre, ici, l'analyse spectrale au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs il y a un prix Nobel là-dessus, c'est Selman, c'est ce qu'il a fait. Il a analysé une série longue de températures de surface océanique les plus longues de 100 ans, il a fait une analyse spectrale, puis il a vu de l'autoclan, enfin voilà. Et là, ça a commencé à mettre en place l'analyse du climat, de sa variabilité. Mais effectivement, le deuxième point, c'est sur les données instrumentales. Alors pourquoi le climat varie? Il y a deux composantes.
dans les causes du changement, de la variabilité climatique, donc l'écart à la moyenne. D'abord, les variations internes, ce qu'on peut appeler donc l'effet papillon ou le chaos en fait. Parce que finalement, le climat résulte d'échanges spontanés de quantité d'énergie, de mouvements entre ses composantes, entre l'atmosphère, l'océan, les glaces, la surface continentale, et du fait que la Terre est ronde, qu'elle tourne autour d'elle-même et qu'il y a des continents et des océans. Donc l'atmosphère étant fluide, ça va être entraîné par la rotation de la Terre, ça va entraîner des vents, des courants océaniques, mais tout ça se fait de manière complètement chaotique. Sauf que c'est pas un chaos si chaotique que ça, parce qu'à l'échelle régionale, ce chaos, il va s'organiser, en fait. Je donne un exemple qui est assez emblématique et qui, je pense que tout le monde connaît. Dans l'océan Pacifique, on a un chaos organisé qu'on appelle le phénomène El Niño, et qui correspond, en fait, à un phénomène de température de surface océanique plus ou moins chaud ou froid dans le Pacifique équatorial, et qui arrive avec une régularité de 2 à 8 ans, qu'on peut voir ici. Ça, c'est une série de temporels d'anomalies de température de surface dans le Pacifique équatorial par rapport à une moyenne. Donc, il y a des années plus chaudes et des années plus froides. Les années plus chaudes, on les appelle les années Niños, qui est représenté dans la carte de fond. Et les années plus froides par rapport à la normale, c'est ce qu'on appelle les années La Niña. Il se trouve que ce phénomène, vraiment, il résulte du chaos interne au climat et de la géographie de l'océan Pacifique. Donc un petit coup de vent dans le Pacifique Ouest, donc un effet papillon, va induire un courant océanique dans le guide équatorial très rapide. Ce courant océanique est très rapide et va transporter les eaux chaudes dans le Pacifique Ouest, c'est une grosse piscine d'eau chaude, Pacifique Ouest, dans le guide équatorial, et on va se retrouver avec des eaux anormalement chaudes dans le Pacifique ici central, alors que normalement, ici, les eaux sont très froides, parce que la Terre, elle tourne et qu'il y a un gradient de température qui s'installe de ce fait-là. Et le fait que ces eaux se retrouvent dans le Pacifique central anormalement chaudes, elles vont désorganiser la circulation atmosphérique. Il n'y a pas l'habitude de voir des eaux chaudes à ce niveau-là, et ça va casser la circulation atmosphérique moyenne, normale, et ça va amplifier même le coup de vent, l'effet papillon initial, et les eaux chaudes vont s'engouffrer dans le Pacifique équatorial, et on va avoir un phénomène El Niño. A l'inverse, le phénomène La Niña, c'est un renforcement de la situation climatologique normale, parce que normalement, ici, on a des eaux très froides, parce qu'on a un upwelling, des résurgences d'eau froide côtière liée à la rotation de la Terre, tout simplement. Donc ça fait remonter les eaux Pacifique. Et donc là, une année La Niña, ça va être une année normale, mais encore plus forte. Et tout ça, c'est purement aléatoire, mais c'est organisé du fait qu'on a une distribution des continents et des océans, et ça va créer une forme de cyclicité, ce qu'on appelle des modes de variabilité climatique, qu'on peut caractériser par une signature spatiale, en anomalie de température, comme celle-ci, et aussi un contenu fréquentiel dans les séries temporelles qu'on analyse. Ça, c'est un mode de variabilité purement interne, c'est le chaos. Donc ça, c'est dans le Pacifique, et à nos latitudes, on a aussi un chaos organisé lié à la géographie de l'Atlantique, qui est entouré par le continent américain, et puis l'Europe, l'Afrique. Et là aussi, il va y avoir des échanges spontanés entre l'océan et l'atmosphère, qui vont être mis en mouvement par la force de Coriolis, la rotation de la Terre, et ça va créer des variabilités. Et l'un des modes de variabilité que je peux citer, je ne peux pas tous les citer, mais il y a un exemple, c'est l'oscillation atlantique multidécennale, qui est purement interne, spontanée, chaos climatique, mais qui va s'organiser avec des périodes où l'Atlantique Nord sera plus chaud et des périodes où l'Atlantique Nord sera plus froid. Et si on analyse des séries longues de température dans l'Atlantique Nord, on s'aperçoit que ces cycles ont lieu tous les 50 à 70 ans. Donc on va avoir un Atlantique chaud et un Atlantique froid. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient des mesures Oui, il y a des mesures bateaux. Oui, 100 ans, 200 ans, des mesures bateaux. de température dans l'Atlantique. En fait, on a les bases de données qu'on a aujourd'hui, de données, ce que j'appelle grillées, c'est-à-dire qu'on a des cartes, on a une valeur en tout point. Avant la période satellitaire, c'était des données instrumentales, bateaux, etc., mais qui ont été traitées statistiquement pour boucher les trous. En tirant profit de justement cette cohérence spatio-temporelle des modes de variabilité qui s'auto-organisent
à l'échelle géographique du bassin. Donc là, j'ai donné deux exemples de modes de variabilité interne, purement spontanés, mais il y a également les forçages externes. On a entendu parler des gaz à effet de serre. Mais avant le début de l'ère industrielle, donc l'émission massive, des gazages massifs de gaz à effet de serre en 1850, on peut accéder aux paléoconcentrations de gaz à effet de serre en analysant les petites bulles d'air piégées dans les carottes de glace au Groenland, en Antarctique. Ici, je vous montre ces reconstructions avec le courbio, le CO, le gaz carbonique, le méthane et puis ici le NO2. Et on voit que sur les 1000 dernières années, mais c'est vrai aussi pour les 2000 dernières années, les taux de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont très peu bougé à l'échelle des derniers siècles, avant l'inflexion qu'on commence à apercevoir ici au début de l'ère industrielle. Donc, sur les siècles passés, c'est clairement pas les gaz à effet de serre qui ont joué un rôle. En réalité, l'un des principaux forçages qui a modulé le climat des derniers millénaires, c'est lié à l'activité volcanique, mais pas n'importe quel volcanisme, c'est le volcanisme stratosphérique, celui qui est suffisamment explosif et suffisamment fort pour injecter de très grandes quantités de gaz soufré, très haut dans l'atmosphère, ce qu'on appelle la stratosphère, donc c'est en moyenne au-dessus de 15 km. Et au-dessus de 15 km, l'atmosphère est très sèche. Donc ces gaz, ils ne vont pas être lessivés par le cycle hydrologique. S'ils avaient été dégazés dans les basses couches, ils auraient été lessivés par les pluies. Mais dans la stratosphère, ces gaz, ils vont rester. Et ils vont pouvoir être transformés par réaction chimique avec d'autres composés qui sont naturellement dans la stratosphère, comme les radicaux OH ou les traces de vapeur d'eau, pour être transformés en petites gouttelettes d'aérosol. Qu'on appelle des gouttelettes d'acide sulfurique qui ont la particularité d'avoir un rayon de 0,5 micron. Et il se trouve que 0,5 micron, c'est le rayon du rayon visible solaire. Donc ça va avoir un effet parasol sur les rayonnements solaires incidents. Ça va réfléchir les rayonnements solaires incidents vers l'espace. Et donc ça va avoir pour conséquence de diminuer la quantité d'ensoleillement qu'on reçoit dans les basses couches et conduire à un refroidissement en fait du climat. Alors ça a été étudié grâce à une des rares éruptions stratosphériques de l'ère satellitaire qui a eu lieu en 1991 dans les Philippines, qui est l'éruption de Pinatubo, et qui a injecté à peu près 20 téragrammes de soufre dans la stratosphère, ce qui est beaucoup, et que ça a induit un refroidissement de 0,5 degrés en moyenne de la température du globe. Sauf que la durée de vie de ces aérosols dans la stratosphère, elle est de 12 ans. Entre le moment où ils se forment, ensuite ils vont être distribués partout dans le globe par la circulation atmosphérique, puis après ils vont être déposés au pôle par précipitation sèche, donc la pure gravité, ou précipitation humide, donc précipitation neigeuse, et vont être stockés on va pouvoir trouver des traces de ces dépôts dans les carottes de glace. Donc c'est un forçage qui est assez fort, mais qui ne dure pas dans le temps, parce que la durée de vie des aérosols, elle n'est que de 2 ans dans l'atmosphère. Donc ça, on peut du coup utiliser cette particularité en analysant les glaces. Donc ici, c'est les sites des carottes de glace disponibles au Groenland, en Antarctique, et via différentes méthodes, on peut reconstituer le paléovolcanisme en allant chercher les pics d'acide sulfurique dans ces archives glaciaires dans les deux pôles. Et là, je vous montre un peu une frise des plus gros événements volcaniques qui ont eu lieu à l'échelle des 2000 dernières années. Donc Pinatubo, c'est la plus observée, c'est celle qui est là, la mieux observée, la mieux connue. Celle qui nous a permis de comprendre comment le volcanisme stratosphérique impactait le climat en 1991. Mais on voit qu'on a eu Krakatau, Tambora en 1815, qui était 3 fois plus forte que Pinatubo, ou encore Samalas, qui est la plus grosse du millénaire, en 1257, qui était jusqu'à 6 fois plus forte que Pinatubo. Puis on a aussi eu des périodes où on avait des doubles événements avec des grosses éruptions, mais espacées de quelques années entre elles, mais pas forcément au même endroit. Donc on peut voir tout de suite que ce volcanisme va jouer sur le climat en influence sur son moteur, qui est finalement la quantité d'énergie disponible pour le système. Mais de manière avec un forçage dit en Dirac, c'est-à-dire c'est un pic, on va avoir une éruption, puis mais ça ne va pas durer longtemps.
Il y a également l'activité du Soleil. Donc le Soleil, c'est un gros réacteur nucléaire, mais qui a sa propre physique et qui va être plus ou moins brillant autour de cycles de 11 ans. Donc je vous présente ici. Donc la différence entre un minima et un optimum solaire, c'est 0,1%. Donc c'est assez faible en termes d'anomalies de forçage radiatif disponible pour le système climatique. Mais néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et ça aussi, on peut le reconstituer, on peut le reconstruire à partir de l'analyse des archives climatiques. Donc finalement, si on regarde les forçages naturels qu'on peut reconstruire par l'analyse des archives, sur les 2000, enfin ici, c'est les 2000 dernières années, ici, c'est l'irradiance solaire, avec les cycles de 11 ans, je crois que je l'ai mis ici, de l'an 500 à l'an 2000. Et puis ici, c'est le forçage radiatif des volcans. Donc ici, ce sont des anomalies en watts par mètre carré par rapport à la norme. Et on peut voir que entre les minima et les maxima solaires, on a environ 0,2 watts par mètre carré d'anomalies disponibles pour le système climatique, donc c'est très faible, voire même négligeable. Alors que le forçage volcanique, on a Pinatubo ici, hein, c'est la ligne noire, c'est le niveau d'anomalie Pinatubo. Donc c'est autour de 4 watts par mètre carré, mais on voit qu'au cours du millénaire, on a eu des épisodes volcaniques très, très forts, majeurs, beaucoup plus importants que Pinatubo. Finalement, la période dans laquelle on va dire instrumentale, bien observée, elle a été très peu active en termes d'activité volcanique, et les siècles passés ont connu des épisodes volcaniques majeurs. Donc finalement, les forçages naturels, ils évoluent à des échelles de temps différentes, avec des signatures assez variées. Hein. Les volcans, ils ont des aérosols qui vont voyager dans l'espace. Le temps ne va pas rester longtemps, mais ils vont être mobiles. Alors que, donc ils vont avoir un effet important qui va évoluer spatialement, alors que lui, le forçage solaire, c'est la constante solaire, donc ça concerne tout le globe. Donc ça va être homogène spatialement, mais ça va être aussi plus lent et plus faible. Donc c'est pas du tout les mêmes mécaniques en termes de forçage. Donc finalement, les origines des variations naturelles du climat, c'est la combinaison de la variabilité interne, ce chaos organisé, perturbé par les forçages naturels externes, que sont l'activité volcanique et l'irradiance solaire. J'ai encore combien de temps? 5 minutes. Alors comment on fait pour... là j'ai juste quelques slides. Comment on fait pour étudier ce climat une fois qu'on a ces observations, qu'elles soient instrumentales ou indirectes? C'est l'utilisation de formalisme physique. Et tout ce qu'on connaît, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le climat, c'est tout ce qu'on a observé. Donc les modèles climatiques qu'on utilise pour notamment les rapports du GIEC et les rapports du PCC s'appuient sur ces observations instrumentales et formalisent soit de la physique, de la mécanique des fluides, de la chimie, de la biologie, pour essayer de décrire les mouvements de l'océan, de l'atmosphère et des interactions entre les différentes composantes du système climatique. On va résoudre en tout point, on va les discrétiser, ces équations, et on va découper la Terre en plein de petits cubes, et on va calculer ces équations, donc en tout point de la Terre, sur des supercalculateurs. C'est ce qu'on utilise pour les rapports du GIEC. Cela dit, comment faire pour tenir compte des observations avant la période instrumentale, celle issue des archives naturelles? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Et avec l'avènement et la création de ces bases de données, on a parlé tout à l'heure au déjeuner, il y a une discipline nouvelle qui est en train de se mettre en place, qui exploite ces archives naturelles qui sont disparates, qui finalement nous décrivent de manière très parcellaire le système, avec des méthodes d'apprentissage profond ou de méthodes statistiques qui permettent de combiner la physique du climat, telle qu'on la comprend, avec ces observations via des méthodes dites d'assimilation. Tout en tenant compte des incertitudes dans les observations, parce que c'est des observations indirectes, en termes de modèles d'âge ou d'erreurs de mesure, et des incertitudes qui sont incluses également dans les modèles de climat. Donc c'est ce qui commence à se développer. Là, je vais vous juste montrer un petit résultat qui est issu de cette type d'approche, qui
tout d'abord, essaye de reconstruire par assimilation des données proxy issues des cernes d'Arbre et de Corot, les températures sur la période instrumentale, juste pour valider notre approche, entre 1880 et 2010. Ici, c'est la moyenne des températures globales en anomalie, avec en bleu et en orange deux séries issues d'observations au satellite, et en bleu et en noir, les reconstructions par assimilation de données. Donc c'est une méthode dite de filtrage particule qui assimile uniquement les proxys. Et on voit que ça marche plutôt bien, ce qui donne plutôt confiance dans ce type d'approche et qui illustre aussi que les archives naturelles sont des sources d'informations climatiques exploitables. Là, c'est la même chose, mais spatialement, on corrèle les températures reconstruites en tout point par assimilation des données paléo avec les données instrumentales qui montrent des niveaux de corrélation assez élevés. Ce qui est plutôt intéressant comme résultat. Et si on étend ça sur les 2000 dernières années en faisant une convergence et une assimilation de données, on peut reconstruire les moyennes globales des températures de l'hémisphère nord par assimilation. Et là, on retrouve donc ici le réchauffement récent de la période industrielle. Et puis, on retrouve ici l'anormalie froide d'environ 0,5 degrés par rapport à la période de référence, donc récente, qui correspond au petit âge de glace. Et on retrouve ici un optimum vert qu'on appelle l'optimum médiéval, qui était relativement chaud, quasiment aussi chaud que l'actuel, mais pas tout à fait. Et puis on peut remonter comme ça jusqu'à l'an 0. Et là, on voit apparaître cette grande variabilité climatique que je vous décrivais tout à l'heure. Et l'avantage avec ce type d'approche, c'est qu'on peut déduire d'informations parcellaires de séries d'archives distribuées de manière disparate à l'échelle du globe. On peut construire des reconstructions spatialisées, en fait, avec ce type d'approche. Et on peut voir ici une anomalie de température, je ne vais pas tout détailler, mais entre l'optimum médiéval et le petit âge de glace, on voit que l'optimum médiéval était chaud, mais surtout dans l'hémisphère nord, avec une amplification polaire. Par contre, dans d'autres régions du globe, il faisait plus froid, notamment dans le Pacifique, par exemple. Donc, l'optimum médiéval, c'est un concept plutôt de l'hémisphère nord. Donc là, on peut, avec ce type d'approche, aussi reconstruire la variabilité naturelle. Donc, je vous ai donné deux exemples tout à l'heure, c'était la variabilité dans le Pacifique et dans l'Atlantique Nord, ce chaos organisé. Avec ce type d'approche, on peut maintenant reconstruire la variabilité naturelle. Ici, c'est pour l'Atlantique Nord et ici, pour le Pacifique, la variabilité reconstruite sur les 1000 dernières années, qui mettent en évidence des comportements qu'on n'a jamais observés sur la période historique, à partir de 1850. Et là, on commence aujourd'hui à explorer ça et à identifier des phénomènes persistants dans le Pacifique avec des anomalies pluriséculaires de température dans le Pacifique, par exemple ici, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, et qui suggèrent des modes de variabilité, des mécanismes physiques qui restent à identifier. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là, je vais vous laisser tester. Des données satellitaires et bien aussi les données des stations météo de surface. Alors, stations météo de surface, bon, ça dépend de leur distribution, etc., mais on voit ce qu'on mesure. Mais les données satellitaires, en fait, le rayonnement infrarouge qu'on reçoit, il intègre sur toute la colonne atmosphérique. Donc, comment on obtient... Il faut des modèles pour obtenir la température de surface. Alors ça, ce sont des produits d'analyse satellitaire. Il y a tout un tas de... Il y a des produits d'analyse de niveau 1, 2, 3, 4, etc., où effectivement, on a l'irradiance au sommet de l'atmosphère. Moi, je ne suis pas une experte de ça, mais j'interagis, j'utilise ces données. Donc, je lis les papiers qui décrivent la construction de ces données. Il y a des méthodes pour reconstruire les champs de surface à partir de mesures satellitaires. Il faut des modèles. Pas nécessairement, non. Il y a des méthodes d'analyse. J'ai compris qu'il y avait des modèles. Il y a des réanalyses. Les réanalyses assimilent les données satellitaires, si c'est ça que vous pensez. Et les données satellitaires, les produits issus d'analyse satellitaire, on peut avoir des données traitées, en fait. Et souvent, comme j'ai des collègues qui font ça au labo, notamment j'ai un collègue qui est responsable de la mission spatiale SWOT, qui est le dernier satellite qui a été lancé et qui maintenant permet de faire des mesures à l'échelle kilométrique, ce qui était inimaginable encore il n'y a pas si longtemps.
et que, en fait, eux, ils analysent, ils traitent, c'est du traitement de signal. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'il y a des données sur le terrain. Quand ils ont lancé la mission SWOT, satellitaire SWOT, ils ont déployé des bateaux aussi dans les différentes zones où le satellite allait balayer, parce que le satellite il a un chemin, donc il va balayer, découper la Terre en rondelles d'orange, et sur le terrain, ils déployaient des missions océano où ils mesuraient en même temps les paramètres de surface par différentes approches pour croiser et calibrer les satellites. Donc, on peut avoir des données produits satellitaires sans les modèles. Et ça existe aussi. Une question factuelle, après on va faire le tour. J'avais deux petites questions factuelles. C'est d'une part, vous avez dit les dépôts d'éruptions volcaniques, c'est au pôle, c'est parce que c'est là où la stratosphère se calme et c'est là où ça peut tomber, tout simplement. Alors en fait, non. Quand les aérosols sont dans la stratosphère, la circulation dans la stratosphère, elle n'est pas comme chez nous. Non, bien sûr. Elle est méridienne, elle va vers l'hémisphère d'hiver, donc elle est symétrique zonalement. Les courants, ils vont tous dans le même sens, dans l'hémisphère d'hiver. Donc quand les aérosols ils se forment, ils vont être emportés par ces courants et ils vont sédimenter le long du chemin, les transportant de leur zone de leur formation jusqu'au pôle. Ils vont sédimenter, il y a une partie importante qui va déposer au pôle. Et ça, on le sait parce qu'on a pu observer grâce avec les bombes. Voilà. C'est ça qui nous a permis de voir comment en fait les aérosols étaient sédimentaires le long du trajet. Donc il y a des méthodes d'inversion en fait qui nous Ma permettent. deuxième question technique, c'est très rapide, c'est sur le stage de glace au nord. J'ai été frappé par la rapidité à partir de 1901 où ça remonte. C'est un effet de moyenne. Ici, c'est filtré parce que c'est une reconstruction annuelle. Et là, on a filtré pour visualiser. Effectivement, oui. En fait, le 19e siècle, c'est le siècle le plus froid des 2000 dernières années. Donc, avant le début de l'ère industrielle, en fait, on était en train de se refroidir. Mais ce que je voulais dire, c'est que du coup, en 1902, on voyait déjà plus. Non, là, c'est un effet de filtre. Hein. Ok. Ça, c'est un effet ça de mes filtre. questions. Par contre, c'est vrai que le fait de mettre en perspective, parce que si je montre la slide d'avant, on ne voit pas du tout ça. C'est juste le fait de le mettre en perspective qu'on s'aperçoit que ce qu'on voit ici, c'est hyper rapide par rapport à la variabilité qu'on observait Oui, sur ça, les... Justement, j'ai une question par rapport à cette série temporelle. Comment ça se fait que en fait, le CO2 il va augmenter assez constamment à partir de variabilité naturelle. Et donc là, non mais entre 1940 et 1970, Alors, ici, donc il y a quasiment une chute, quoi. Ici, c'est ce qu'on appelle la Dust Bowl. Ça a été une période où il y a eu énormément d'émissions d'aérosols dans l'atmosphère. Encore une fois, l'évolution des températures qu'on observe ici, c'est le résultat de la variabilité interne et des forçages externes. Durant cette période, il y a eu le volcanisme, il y a eu les radiances solaires. Le volcanisme stratosphérique, il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu. Il y a eu surtout les forçages anthropiques. Et il y a le gaz à effet de serre, mais il y a aussi les aérosols. Et les aérosols anthropiques qui sont émis par la combustion ou la déforestation, on remobilise des aérosols et le sol devient meuble. Ces aérosols-là, eux, ils ont un effet refroidissant. Ça ne s'explique pas par l'effet du soleil. Non, ça c'est attribué aux aérosols et le global dimming. Et puis il y a de la variabilité interne aussi. Une phase négative de la variabilité décennale dans le Pacifique, qui est l'océan le plus grand, a tendance à ralentir le réchauffement en moyenne globale de la Terre, parce que c'est un immense océan. Mais purement lié à des modes de variabilité. Une question technique. On ne peut pas voir les guerres sur... Si. Là, on ne voit pas les guerres... C'est 1940. Mais il se trouve que la guerre elle a aussi le gros défaut de créer des trous dans nos séries d'observation. Donc l'absence de guerre sur ce type de base, c'est simplement une absence, un défaut de données. Ah non mais moi je ne l'ai pas indiqué, mais la donnée elle existe. Et on voit, enfin peut-être que je vois mal, mais je vois mal, par exemple 14-18, la boucherie, normalement on devrait voir un pic de CO2 monstrueux, parce que... Mais là c'est pas du CO2, c'est de la température. Pourquoi non? Et pourquoi la guerre 14-18 l'industrie marche beaucoup moins vite.
non, l'industrie marche très bien, il faut produire des outils. Ça dépend de la Il n'y a résolution. qu'à voir aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, jamais l'industrie n'a autant marché. Ça, c'est une question de résolution.